Dans le dernier clip, nous avons défini la pédagogie nouvelle et l'éducation nouvelle. Nous avons expliqué comment Jean-Jacques Rousseau en a été le précurseur et comment il a défini les deux caractéristiques majeures de l'éducation nouvelle. La première caractéristique, c'est le passage de la frontalité au côte à côte. Et la deuxième caractéristique, c'est que l'éducateur devient le milieu éducatif. Ainsi, pour Rousseau, le véritable éducateur, ça devait être la nature. L'enfant devait apprendre de l'observation et de sa propre activité dans la nature et non plus d'une confrontation avec l'adulte. Le grand avantage, comme je l'expliquais, c'est que la nature s'impose. L'enfant ne va pas lutter contre les leçons de la nature, de même que l'enfant ne lutte pas contre les leçons de la vie. On voit bien que le grand projet de l'éducation nouvelle, c'est de mettre l'enfant dans la vie, dans la nature, dans l'activité, de telle manière que l'enfant ne perde pas son temps à résister, ne perde pas son temps à lutter contre les objectifs éducatifs portés sur lui, contre les situations qu'il a à subir, mais au contraire s'adapte. L'éducation nouvelle, on pourrait dire en un mot et en une seule phrase, que c'est une pédagogie de l'adaptation. Une pédagogie qui a repéré que tout enfant, comme tout être vivant par ailleurs, tend toujours à s'adapter à son environnement et que ce serait une force extraordinaire que d'exploiter cette capacité d'adaptation pour la mettre au service de projets éducatifs. Tel est le projet de l'éducation nouvelle. Et on comprend que ça fonctionne. On comprend aussi que ça a inspiré aussi les projets de rééducation et les projets d'éducation spécialisée et d'éducation populaire et d'éducation tout au long de la vie, parce que finalement, le but est là, c'est-à-dire le but est de faire évoluer les gens. À chaque fois qu'on se donne comme objectif par une formation, par un stage, par une activité, que les gens évoluent, que les gens modifient leur attitude, changent, eh bien, on est tenté de les mettre d'abord dans un contexte différent, on est tenté de les sortir de leur environnement, on est tenté de leur faire quitter leur maison, leur appartement, leur groupe social, on est tenté de leur faire voir, de leur faire visiter d'autres paysages, de leur faire accéder à d'autres cultures, à d'autres milieux culturels. On va retirer des enfants des cités, on va critiquer leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur manque de mobilité, et on va les plonger dans des environnements jugés plus favorables, dans lesquels ils vont apprendre à s'exprimer davantage, par imitation et dans lesquels ils vont être mobiles comme les autres, également par imitation. On voit donc à la fois la grandeur du projet de l'éducation nouvelle, qui a une immense qualité. C'est quand même qu'on sort de la passivité. C'est vrai qu'il faut beaucoup mieux être acteur qu'agent passif. En pédagogie traditionnelle, l'enfant subit, l'enfant attend, l'enfant reçoit. Il n'a pas de possibilité de s'exprimer, il n'a pas de possibilité de bouger ou de manifester son développement ou son autonomie. En éducation nouvelle, l'enfant est au contraire invité à développer son activité, son expression, et bien entendu, c'est bien plus agréable, bien plus intéressant pour lui d'être acteur que d'être passif, d'être dans une pédagogie de l'activité plutôt que dans une pédagogie de la passivité. Il n'empêche. Il n'empêche qu'on voit bien que l'éducation nouvelle se contente des situations d'inégalité sociale, qu'elle se contente finalement d'une hiérarchie aussi des milieux sociaux, des milieux éducatifs, d'une hiérarchie des cultures, d'une hiérarchie des positions sociales. Il y a des environnements qui seraient riches et d'autres environnements qui seraient supposés pauvres, défavorables. On voit bien comment c'est aussi une pédagogie qui s'associe bien avec une vision assez charitable des milieux pauvres, des milieux précaires, des enfants du peuple qu'il faudrait faire sortir de leur milieu. On voit bien comment ça peut être une pédagogie qui s'adapte bien à l'idéologie de l'égalité des chances. On va permettre à des jeunes d'accéder, et vous voyez cette idée d'accéder, cette idée de sortir, de changer d'environnement. L'éducation nouvelle permet une nouvelle forme d'autorité également, parce que l'éducateur n'a plus besoin de marquer son autorité par la menace, par la contrainte ou par la coercition. Tout simplement, son autorité se manifeste par le fait qu'il a la maîtrise du milieu. Une éducatrice haute comme 3 pommes peut emmener des grands dadais délinquants du 93 dans le fin fond d'un chemin de grande randonnée de Corrèze. Ces jeunes bien plus forts qu'elles vont la suivre sur le chemin de grande randonnée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repères dans cet environnement, alors qu'elle, elle en a. Celui qui a des repères, celui qui maîtrise l'environnement a de l'autorité, et l'autorité en éducation nouvelle naît de la maîtrise de l'environnement et ne naît pas d'une position de supériorité ou d'une position de force. Donc on peut dire que c'est une pédagogie qui apporte un progrès évident, je dirais un confort
à ceux qui la subissent, à ceux qui la reçoivent, mais que ce n'est pas une pédagogie qui va mettre fin à la violence éducative, que ce n'est pas une pédagogie qui va mettre fin à l'absence de démocratie éducative. Et c'est ce que les pédagogues sociaux reprocheront aux pédagogues de l'éducation nouvelle. C'est ce que Freinet reprochait à Maria Montessori, c'est-à-dire cette idée d'avoir créé une école de caste, une école de classe, une école de milieu, une école pleine de sous-entendus, celle de la pédagogie Montessori, de supériorité de milieux riches, de milieux favorables, d'environnements enrichissants par rapport à des environnements qui seraient supposés pauvres et misérables, alors que lui, éducateur du peuple, éducateur des enfants d'immigrés, avait choisi au contraire de travailler dans l'environnement immédiat des enfants et des jeunes, immédiatement de travailler dans la cité, dans la vie, dans la vraie vie, au contact des gens qui travaillent. Il y a encore une troisième forme de pédagogie, qui n'est ni la pédagogie traditionnelle, ni la pédagogie nouvelle. Et c'est cette forme-là, cette troisième forme de pédagogie que nous définirons ici comme étant celle de la pédagogie sociale. La pédagogie sociale est une pédagogie qui justement ne va pas créer d'environnement artificiel, même si c'est un environnement naturel éloigné, mais qui au contraire va accepter l'enfant, le jeune, l'adulte, avec toute sa culture, avec tout ce dont il est porteur, et qui va se proposer de travailler dans son environnement direct. La pédagogie sociale est une pédagogie de la réalité sociale des gens. C'est la pédagogie de leur véritable situation. Il ne s'agit pas de les emmener dans un espace supposé supérieur, mais d'aider tout un chacun à prendre conscience de ce qu'est son environnement, de ce qu'il est, d'où il vient, de quelle est sa culture, de quelle est son histoire, et de comment il peut, à partir de cette conscience, à la fois de soi et conscience des autres, conscience de classe et conscience personnelle, comment à partir de cette conscience, il peut accéder à des degrés supérieurs d'autonomie et de réalisation. La pédagogie sociale est une pédagogie de transformation de la réalité sociale. C'est ainsi qu'Elena Radlinska, celle qui a inventé le terme de pédagogie sociale en 1910 en Pologne, le définira: la pédagogie de la totalité de l'existence et la pédagogie de la transformation des situations sociales.